Bonjour, je suis Stéphane Michelet et je vais vous présenter comment j'ai géré l'hétérogénéité des niveaux dans une classe entière. Donc pour ça, j'étais au collège Masbourg remplaçant à Figeac avec deux classes de quatrième de 30 et de 23 élèves, environ 3 heures par classe par semaine. Donc mon constat, c'était que, en fait, en arrivant, je me suis rendu compte que il y avait deux grands types d'élèves, ceux qui détestaient les maths et ceux qui les adoraient. Et certains collègues m'ont conseillé d'utiliser le mode de fonctionnement classique, qui est que l'enseignant est au tableau, corrige un exercice, pendant que les élèves corrigent en même temps. Voilà. Les exercices considérés au collège étaient très tournés vers tout ce qui est résolution de problèmes et tâches complexes, ce qui accentue encore plus le fait que certains élèves s'ennuient parce qu'ils ont des trop grosses difficultés et ne maîtrisent pas les outils de base, alors que certains peuvent vraiment beaucoup plus s'amuser parce qu'ils comprennent ce qu'on est en train de faire. Sauf si les exercices sont trop faciles, et dans ce cas-là, les meilleurs élèves s'ennuient aussi, et donc du coup, on se retrouve finalement à faire un cours que pour les élèves les plus moyens. Dans ce constat-là, je me suis donné plusieurs objectifs qui étaient d'augmenter la motivation des élèves, d'augmenter leur plaisir d'assister aux cours, de les faire un peu plus participer et bien sûr de les faire coopérer entre eux et de s'entraider, et enfin d'amener un petit peu de compétition, alors pas forcément de compétition entre eux, mais de compétition avec eux-mêmes pour qu'ils aient envie de progresser. Pour cela, je me suis appuyé sur trois types d'évaluation. Donc tout d'abord l'évaluation diagnostique qui se déroule en début de séquence. Ensuite l'évaluation formative qui se déroulait à chaque début de séance et aussi en autonomie lors de la séance. Et enfin l'évaluation sommative qui est le classique devoir de fin de séquence dont je ne parlerai pas dans cette présentation. Donc pour l'évaluation diagnostique, je me suis appuyé sur un outil qui s'appelle Plickers. Chaque élève possède un QR code unique et personnel qui lui permet de répondre aux questions qui sont affichées au tableau comme ici, et donc en fait chaque élève ensuite tourne son carton en fonction de la réponse qu'il souhaite choisir. L'enseignant scanne avec son téléphone portable et on voit les réponses de chaque élève s'afficher en privé. Pour cela, donc en chaque début de séquence, j'utilisais 10 petites questions qui me permettaient d'avoir un aperçu de la compréhension du niveau et des compétences de chaque élève. Ça me permettait aussi de contextualiser la séquence par rapport aux séquences précédentes et de tester les acquis qui restaient par rapport aux séquences précédentes. Cette application me permettait aussi d'avoir donc les résultats globaux pour la classe, et donc d'identifier les difficultés principales par rapport aux acquis précédents, mais aussi d'avoir des résultats individualisés et donc de pouvoir mesurer pour chaque étudiant ou chaque élève les éléments à retravailler. On pouvait aussi en plus faire un gros travail d'analyse de l'erreur et de travail sur l'erreur en classe avant de commencer la nouvelle séquence, afin de corriger un petit peu et d'analyser les constructions mentales qui pouvaient être parfois faussées. Et enfin, ça nous permettait aussi de rappeler des règles de base. Donc ensuite on passait à l'évaluation formative, donc à chaque début de séance. Donc pour cela on s'appuyait sur Plickers, encore une fois, avec 10 questions à chaque début de séance, qui me permettaient de tester les acquis de la séance ou des séances précédentes, mais aussi de permettre à l'élève de voir un petit peu comment il progresse, quelles sont les erreurs qui lui restent à corriger, et d'avoir une certaine conscience de lui-même et de son niveau. Ensuite, la deuxième partie de cette évaluation formative était liée au travail en autonomie sur les exercices. Mon constat était que, globalement, quand on corrige un exercice au tableau, les trois quarts de la classe s'ennuient, et il n'y a que les élèves qui sont au niveau de l'exercice demandé à un instant donné qui suivent à peu près ce qui est fait. Donc pour cela, je me suis appuyé sur les résultats fournis par Plickers pour créer des groupes de couleurs. Alors le groupe vert, le groupe jaune et le groupe bleu, en essayant de mettre le moins le moins d'informations dans ces couleurs. Donc ces groupes permettaient de répartir finalement les types d'exercices. Alors par exemple, on a les exercices les plus simples qui sont des exercices d'automatisation où l'élève apprend à utiliser l'outil, des exercices de difficulté un peu plus moyenne, c'est-à-dire on est au-dessus de l'automatisation mais on est juste avant la tâche complexe. Voilà, et donc du coup ces groupes effectués grâce aux questions de début de séance me permettaient de répartir les exercices pour chaque groupe d'élèves, et donc les élèves
élèves pouvaient ainsi faire en autonomie. Donc par exemple dans le groupe vert, les élèves avaient plus besoin d'automatisation et allaient doucement vers la tâche complexe. Dans le groupe jaune, la répartition était plus moyenne, donc ils avaient un peu de tout. Et dans le groupe bleu, qui étaient les élèves les plus à l'aise, les exercices d'automatisation globalement sont souvent peu utiles, car les élèves maîtrisent déjà l'outil, donc on les amène très rapidement vers des tâches complexes, là où ils ont à réfléchir et où peuvent s'améliorer. Bien entendu, ces groupes-là ne sont pas fixes, c'est-à-dire que les élèves pouvaient à tout moment décider de passer d'un groupe à l'autre en fonction de leur ressenti sur leur réussite dans les exercices. Si les exercices d'automatisation d'un élève dans le groupe vert étaient très faciles pour lui et qu'il ne faisait aucune erreur, dans ce cas-là, il avait tout intérêt à passer rapidement dans le groupe jaune pour pouvoir atteindre des exercices d'une difficulté qui correspondait le plus à son niveau et ses compétences. Bien entendu, pour des élèves qui ne se sentaient pas très bien dans leur groupe, ils pouvaient bien entendu repasser au groupe d'en dessous complètement librement et s'il y avait besoin dans la séance, ils pouvaient une fois repasser en dessous et s'ils se rendaient compte que finalement ils avaient bien acquis, repasser au niveau au-dessus. Ces groupes de couleurs étaient associés à une autocorrection, c'est-à-dire que, et bien entendu une correction collaborative, c'est-à-dire que, en gros, les corrections étaient disponibles sur mon bureau, et les élèves se levaient, allaient comparer leurs feuilles avec la correction sur le bureau, et revenaient s'asseoir pour analyser les erreurs qu'ils avaient faites, et ainsi corriger leurs propres feuilles. Ils n'avaient pas le droit de copier la correction, ils devaient comprendre leur erreur, noter sur leur feuille leur erreur, pour ensuite venir à leur place, refaire et corriger leur exercice. Bien entendu, quand ils ne comprenaient pas la correction fournie, j'invitais les élèves à discuter entre eux et à donc s'expliquer les corrections pour trouver les erreurs qui avaient été faites pour qu'ils comprennent bien où est-ce qu'ils s'étaient trompés. Et enfin, s'ils ne trouvaient pas, bien entendu, ils étaient libres de m'appeler et donc du coup j'allais les aider à à analyser leurs erreurs et à comprendre pourquoi ils s'étaient trompés. Cette autocorrection était associée à un suivi et une analyse de l'erreur. Donc pour cela, je leur fournissais une grille. Cette grille-là rangeait les exercices par thématique. Et donc on retrouvait ici les exercices qu'on pouvait retrouver pour par exemple le groupe vert, ce qui n'est pas écrit sur cette feuille-là. Et chaque élève pouvait marquer si à la fin de l'exercice, il l'avait maîtrisé ou non maîtrisé et le type d'erreur qui avait été effectué, ce qui le forçait à réfléchir à ce qu'il avait réussi ou non à faire et pourquoi il s'était trompé. Cette grille-là avait un deuxième intérêt, c'était que je pouvais ainsi passer à côté des élèves et voir les plus grands types d'erreurs de chaque élève et les conseiller sur une méthode d'évolution pour mieux corriger ce type d'erreur. Pour conclure, Plickr, ça a augmenté l'envie d'apprendre des élèves à chaque début de séance, ils me le demandaient et je ne pouvais pas y échapper finalement. Et puis je me suis rendu compte que pour moi, ça me permettait aussi de voir leur évolution, leur progression et avec des questions de choses qu'ils connaissaient déjà et avec des questions de choses qu'ils n'avaient pas encore vues pour qu'ils aient un balayage complet sur la séquence en cours. L'inconvénient de Plickr, c'était que c'était assez chronophage sur le temps de classe, donc environ 10 minutes à chaque début de séance, mais c'est quelque chose qui était largement récupéré après, donc je pense que c'était vraiment un bon investissement. Les groupes de couleurs, ça permettait une bonne différenciation pour les élèves, et donc comme ils étaient évolutifs et choisis par les élèves, ils leur permettaient d'avoir une plus grande implication dans le cours. Par contre, il fallait vraiment bien expliquer le concept de groupe de couleurs parce que au début, les élèves trouvaient que c'était un jugement. On les classait en nul, moyen et très bon, alors que c'était pas du tout ça. Et il a fallu vraiment faire de la pédagogie pour leur expliquer que le but n'était pas de les classer, mais de leur permettre de travailler à leur propre niveau et qu'ils pouvaient volontairement et librement changer de groupe. L'autocorrection a permis aux élèves de se responsabiliser, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour eux, ils se corrigent et ils avancent à leur rythme. Ça leur a permis aussi d'apprendre à collaborer, ce qui d'habitude n'est pas toujours le cas, donc c'était vraiment un bon élément qu'ils puissent se lever, aller voir leurs camarades pour discuter d'une solution ou d'une méthode que les camarades auraient trouvée et pas eux. Ça libère beaucoup de temps à l'enseignant qui ne passe pas son temps au tableau et donc du coup a beaucoup plus de temps pour aider les élèves parce que si on fait une correction au tableau avec 30 élèves, en fait on ne peut pas se rendre compte de la progression de chaque élève et là ce temps est vraiment investi dans les élèves.
Ça permet aux élèves motivés d'en faire vraiment plus, et notamment l'autocorrection en fin de séquence. L'ensemble des exercices était envoyé, la correction de l'ensemble des exercices était envoyée par mail et sur l'espace numérique de travail aux élèves, et certains élèves, même faibles, se sont entraînés à faire tous les exercices, ce qui n'aurait pas été le cas dans un cadre plus classique de cours avec exercices au tableau. L'autocorrection, par contre, a un inconvénient, c'est que si elle est mal faite, elle est inutile. Donc il faut vraiment faire beaucoup de pédagogie pour expliquer l'intérêt aux élèves, leur expliquer en quoi c'est pour eux, et du coup en quoi on libère du temps pour les aider. C'est chronophage pour l'enseignant la première année parce qu'il faut rédiger toutes les corrections et il faut absolument que les corrections soient claires. Sur certains exercices, ça suppose de faire beaucoup de schémas, beaucoup d'explications, des fois des phrases un peu plus longues. Donc ça demande un très grand investissement au départ. Enfin, le suivi, l'analyse de l'erreur, c'était un élément qui a forcé la réflexion sur l'erreur, qui a permis aux élèves de leur montrer que ce n'était pas nécessairement quelque chose de négatif et qu'au contraire, l'analyse de l'erreur et faire des erreurs, c'était quelque chose qui leur permettait d'avancer. Ça permet aussi, cette grille de suivi me permettait aussi de faire un suivi individualisé, ce qui n'est pas le cas en temps normal avec une classe de 30 élèves, donc c'est vraiment un élément très positif, et en plus d'avoir un retour sur l'ensemble des erreurs faites par les élèves avant d'arriver à l'évaluation habituelle de fin de séquence, et où il est souvent trop tard pour corriger les erreurs des élèves. L'inconvénient, c'est qu'il faut absolument un accompagnement de cette analyse de l'erreur. Il ne faut pas juste que l'élève se contente de décrire l'erreur, il faut qu'il l'analyse et qu'il comprenne pourquoi il s'est trompé. Et ça, c'est parfois compliqué.